Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Sandrine Rosier. Bonjour Sandrine. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous recevoir parce que vous savez, on a vraiment joué au chat et à la souris toutes les deux depuis quelques mois. C'est clair. Je suis hyper contente de vous avoir. On a préparé quelques questions. La première, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter votre parcours qui vous a amené à la couleur végétale et nous raconter un petit peu qui vous a formé, etc. C'est une histoire en fait de nécessité. Je dirais que la teinture naturelle, elle est arrivée dans ma vie parce que j'avais besoin de couleurs et que ces couleurs qui me trottaient dans la tête, je les croisais pas sur les textiles qui étaient autour de moi, dont j'avais besoin pour travailler. Et du coup, quand on trouve pas ce qu'on a envie de, ce avec quoi on a envie de travailler, il faut chercher à faire autrement, quoi. Donc au départ, c'est venu de ça pour faire un petit parcours là sur mon chemin. Qu'est-ce qui m'a amené à travailler la couleur et le textile. En fait, moi, je suis sortie de l'Institut français de la mode il y a déjà assez longtemps, et à l'époque, j'avais en tête l'idée d'un design d'objets textiles avec un modèle économique de Small is Beautiful, dans lequel l'artisanat serait extrêmement présent. Ça, c'était il y a plus de 25 ans, donc on était en pleine période de délocalisation. On n'était pas du tout dans ces questionnements-là de matérialité, tissu, de la couleur. Et l'artisanat avait vraiment pas beaucoup de place dans le design d'objets textiles. Et du coup, en sortant de l'Institut français de la mode, j'ai travaillé dans des grandes maisons parisiennes, chez Saint-Laurent, chez Idriss Van Noten pendant un certain nombre d'années. Et puis, à un moment donné, il faut écrire son histoire. Donc, j'ai démissionné, j'ai quitté Paris. Et à l'époque, on était très investis dans des questions de vigilance par rapport à la mondialisation, par rapport à l'écologie. Le père de mes enfants était très engagé dans des actions d'alerte et de vigilance par rapport à la mondialisation. Et en 98, il travaillait dans une structure qui s'appelait Institut pour la relocalisation de l'économie. Donc ça fait quand même un moment que on est assez nombreux à réfléchir à d'autres types d'organisations, de création, d'économie et de vivre ensemble. Et du coup, en 98, oui, c'est ça. J'ai basculé du monde du vêtement et de la mode, et j'ai eu une espèce de flash. Je me suis vue dans la création de costumes pour le spectacle vivant, en me disant mais pourquoi j'y ai pas pensé avant. Effectivement, c'est des créations sur des projets uniques dans lesquels l'artisanat peut ou pas, mais en tout cas peut avoir une place. Et du coup, je suis retournée à l'école et j'ai refait une formation vraiment technique sur le costume de spectacle ou de cinéma, mais en tout cas le costume. Et est arrivée assez vite la question de la matière, du textile, du tissu et de sa couleur, de sa patine, de son traitement. Et comme en quittant Paris, en changeant de vie, je me suis retrouvée dans les Cévennes, assez loin de tous les centres d'approvisionnement textile. À l'époque, Internet n'existait pas.
Donc c'était assez compliqué de faire 100 kilomètres pour aller acheter un métrage d'une couleur ou d'une autre. Et puis de toute façon, j'avais pas du tout envie, j'avais rien envie d'acheter parce que le tissu industriel teint industriellement ne m'a jamais inspiré. Donc teinture, c'était absolument impossible de travailler avec des produits synthétiques. En habitant à la campagne et en étant dans cette mouvance d'écologie ou en tout cas de recherche d'alternatives. Et est arrivée la rencontre avec Michel Garcia par l'intermédiaire d'une amie qui préparait un livre sur les teintures végétales. Je l'ai accompagnée et nous sommes allés faire un stage chez Michel à Loris avant que le jardin des plantes tinctoriales n'existe. On était dans la cuisine de Michel avec un petit groupe à écrire pendant 48 heures tout ce qu'on pouvait à la main. Et à l'époque, on travaillait avec des plantes sèches. Les extraits n'avaient pas encore été vraiment finalisés. En tout cas, on ne les avait pas encore croisés. Et du coup, j'ai commencé comme ça en teignant des petits métrages avec des plantes cueillies et en me disant que ça ne serait jamais vraiment professionnel, que c'était absolument incompatible avec le monde du spectacle et du costume, mais que pour le plaisir et par sens écologique et aussi pour l'amour de l'exploration, je me suis dit je ferai une pièce puis une autre et en utilisant la création de costumes comme un super laboratoire d'exploration. Et puis ça a commencé comme ça. En 2003, j'ai rencontré Dominique Cardon parce qu'en fait, on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte que nous étions voisines. Et du coup, je savais pas du tout. Et en trouvant son ouvrage dès qu'il est sorti, je suis allée l'écouter dans une conférence qu'elle donnait pas très loin de chez moi. Et comme je partais à l'étranger sur un premier voyage d'études sur les teintures, je partais chez les Miao et du côté de la frontière chinoise pour aller voir l'indigo de plus près et le Strobilanthes sauvage qui pousse sur le piémont de l'Himalaya. J'ai demandé à Dominique des conseils qu'elle m'a tout de suite donnés et puis j'ai ramené quelques petites plantes de là-bas et on a commencé à tricoter. Donc là ça fait 20 ans cette année. Ça fait 20 ans qu'on tricote et on continue à tricoter toujours avec un bonheur incroyable. Donc quelque part Michel Garcia m'a ouvert la porte de la pratique, Dominique m'a soutenue et m'a alimenté et continue à alimenter mes explorations. Et puis la vraie formation, je dirais, c'est une récolte de toutes ces années et j'ai pas fini. Ça fait plus de 20 ans que je récolte. C'est comme une espèce de grand puzzle et j'ai eu la chance de pouvoir dans mon métier garder des espaces d'échappée pour faire des voyages d'études à l'étranger. Parce qu'ici, en France, j'avais pas beaucoup de complices. On n'était pas très nombreux dans ces années-là. Et j'avais besoin, moi, de voir les gestes, les outils, de rentrer dans des ateliers, de voir comment cette sensorialité de la couleur se pratique auprès de gens qui l'ont dans leur quotidien depuis très longtemps. Donc, j'ai dû faire une dizaine de voyages essentiellement en Asie. Je crois que j'ai un pied ou une ancienne vie dans les pays d'Asie et j'ai eu cette chance de me faire ouvrir les portes de nombreux ateliers pour aller récolter et faire une sorte de millefeuille en apprenant d'un côté plutôt telle technique, dans tel pays plutôt tel autre, et en essayant de sélectionner les procédés qui pouvaient être utiles pour mon métier en tant que créatrice de costumes. Et tout ça m'a amenée jusqu'en 2018, où là j'ai fait un très long séjour au Japon, où j'ai eu cette chance incroyable. On a beaucoup de chance en France d'avoir des dispositifs de résidence d'artistes, et je suis partie 6 mois grâce à l'Institut français.
et avec sur une période où j'ai pu rentrer dans de nombreux ateliers, aussi bien à Hokkaido que dans l'archipel d'Okinawa et autour de Tokyo, de Kyoto, et de vraiment retrouver un certain nombre de complices que j'avais rencontrés sur les symposiums internationaux de teinture, dont on reparlera parce que pour moi ça a été fondateur, ces rencontres. Et puis voilà, le Japon, il y a eu avant-après pour moi dans ma pratique. Il y a eu aussi avant-après le premier symposium à Hyderabad en 2006 où j'ai rencontré Anne de la Sayette qui venait présenter la mise au point de ces extraits végétaux qu'elle avait, avec toute son équipe de chimistes, ils ont fait un travail formidable pour mettre au point des extraits solubles. Et donc en 2006, j'ai complètement basculé. Au lieu de faire 1, 2 ou 3 pièces sur un spectacle, j'ai rencontré Anne, on a collaboré sur le projet sur lequel j'étais en train de travailler avec l'Académie Fratellini sur 50 costumes, et où on s'est dit, eh bien, on essaye quelque chose ensemble avec des extraits colorants, peut-être qu'on va y arriver. Et donc Couleur de Plante a été partenaire du projet, et comme évidemment c'était très très chronophage tout ça, j'ai fait de la teinture en machine à laver parce qu'il y avait une ribambelle de machines à laver dans l'atelier costume, et au bout d'un moment, quand on ne trouve pas la solution, on essaye des choses, on prend des risques, et ce qui est sûr, c'est que le monde du spectacle et de la création de costumes permet un certain nombre de tentatives qui peuvent être parfois totalement infructueuses, mais qui permettent d'explorer des choses et d'avoir des partenaires, des alliés dans l'équipe qui sont pas forcément animés par des motivations commerciales, et du coup qui peuvent soutenir la démarche, qui peuvent vraiment être complètement investis par le végétal, le vivant, l'envie de chercher des alternatives, et du coup qui peuvent du coup accompagner et permettre de recommencer, de chercher, d'y revenir, et de pas forcément tout réussir du premier coup. Parce que pendant toutes ces années, ça n'a pas été le cas. J'ai pas toujours tout réussi du premier coup, loin de là, et c'est toujours le cas. On tâtonne. Moi, j'ai l'impression que j'ai pas du tout fini d'apprendre, que c'est le début d'une belle histoire avec tout ce qui est en train d'exploser en France, en particulier en France. Je ne dis pas ça que par chauvinisme. J'ai l'impression que la France a un rôle magnifique à jouer. Il y a énormément d'acteurs dans toute la filière. Ça bouge, et depuis 20 ans, c'est magnifique. Ça, j'aurais jamais imaginé qu'on arrive à être si nombreux aujourd'hui. C'est une très belle aventure. Voilà, donc après ce parcours, aujourd'hui, que costume, oui, je continue, ça reste au cœur de mon activité. Ça devient des projets à plus grande échelle, avec des partenaires, avec des équipes. Je suis plus la seule personne dans l'atelier de teinture. Et puis maintenant, il y a aussi beaucoup d'autres applications sur lesquelles on me sollicite, et du coup j'essaie de dormir un peu, mais d'arriver à porter voilà un peu d'expérience. Finalement, j'amène un œil et un peu d'expérience dans des équipes qui le réclament, et c'est des rencontres formidables, extrêmement fertiles. Oh, super. Et comme type d'application, c'est quoi parce que justement sur le podcast, on essaye, en tout cas j'essaye, de rencontrer des acteurs des différentes applications de la couleur végétale. Et est-ce que vous avez des sujets dont vous avez le droit de parler, bien sûr, mais pour nous citer des applications différentes de la teinture textile, du costume Alors il y a évidemment des projets avec des grandes maisons. Ça peut toucher le design de vêtements, ça peut toucher le design d'objets, ça peut être des maisons d'édition de design
qui veulent travailler sur des matières un peu particulières. Ça peut être du textile, donc il peut y avoir de la teinture sur des matières innovantes sur lesquelles on met en place des missions de recherche et développement. Et du coup, je suis amenée à travailler avec des équipes de chimistes, avec des équipes de chercheurs qui sont souvent intégrés dans les structures et avec qui on a plein de choses à se dire, on a plein de choses à se raconter. Et moi, ça me permet aussi sur chaque projet de valider certains procédés, de les optimiser, de faire tous les tests solidité et peut-être oui de comprendre et de faire comprendre les combinaisons entre les différentes molécules, qu'elles soient colorantes ou pas, mais en tous les cas dans l'ennoblissement, parce que ça dépasse juste le champ de la couleur. Tout ce dont je parle là, c'est un ensemble en fait, l'ennoblissement, et c'est vrai depuis le début, quand on met les pieds dans tous les ateliers de teinture, on travaille en même temps la couleur, l'induction, le traitement des tissus, ses finitions, en fonction de l'usage. Et du coup, effectivement, en fonction par exemple dans le costume, on va pas teindre de la même manière un costume qui va tourner sur un film pendant 3 jours, ou un costume qui va tourner pendant 55 jours, qu'un spectacle qui va peut-être avoir 5 représentations, ou au contraire, moi j'ai souvent travaillé avec des équipes qui tournent parfois pendant 10 ans, et du coup avec des observations de solidité à échelle réelle, c'est-à-dire comment vieillit ce costume, comment on va l'entretenir, quel cahier des charges on va distribuer aux équipes d'habillage pour le préserver, améliorer la solidité et faire en sorte que le costume ressemble toujours à ce qu'il était après 10 ans. Éventuellement, il y a certains procédés où on sait qu'il faut reteindre au bout d'un certain temps parce que le spectacle joue en extérieur, par exemple, et est très soumis à où ça joue beaucoup, où c'est des acrobates, des danseurs qui transpirent énormément. Donc souvent, on fait 1, 2, voire 3 costumes dès le départ, et du coup ça tourne, et du coup on arrive à ménager un peu l'usure. Mais nous ne sommes pas infinis, nous ne sommes pas éternels, les tissus non plus, et leurs couleurs encore moins. Donc après, il y a des procédés qui sont qu'on va choisir parce qu'on va vouloir que ça soit très solide. Et puis quand on a moins de contraintes sur la solidité, on va choisir d'autres procédés. Ok, voilà. Et donc du coup, l'activité donc Natural Dye Studio que vous avez créée, ça a été créé quand, et c'est quoi en fait toutes vos activités? Alors, c'est vrai que jusqu'en 2018, jusqu'à partir à la Villa Kujoyama au Japon, j'étais principalement créatrice de costumes, intermittente du spectacle, et j'enseignais. On en reparlera après. Depuis le début, j'ai enseigné et j'ai partagé ce que j'aime et ce savoir-faire. Mais depuis 2018, en rentrant, j'ai ouvert un atelier qui est beaucoup plus grand que ce que j'avais auparavant, qui me permet de travailler avec des collaborateurs, avec des équipes, et dans lequel il y a un atelier de teinture, un atelier mouillé, dans lequel il y a les cuves d'indigo au cocagne de pastel. Il y a un atelier sec dans lequel il y a du prototypage, de l'assemblage, où on regarde et on réfléchit. Et il y a depuis peu un espace, une espèce de bulle extérieure de 7,50 mètres de diamètre pour faire de l'application de couleurs. Et là, parce que j'expérimente des procédés qu'on m'a transmis dans différents pays d'Asie, et donc j'expérimente de la teinture sans trempage, sans plongée, c'est-à-dire de la teinture par application à la brosse. D'accord, donc des bains préparés et appliqués à la brosse, ou l'impression au mordant, ou en fait
Alors, il y a de l'impression, je fais de l'impression aussi, mais là, ce que je travaille plutôt, c'est de la teinture qui est extrêmement intéressante pour faire teinture et patine en une seule passe. Donc, c'est très adapté pour le costume, et donc c'est de l'application à la brosse, c'est pour faire des faux unis. On peut travailler sur des gros motifs aussi, hein, mais là, l'intérêt, c'est d'économiser tout, d'économiser l'eau principalement, Ouais. d'économiser la ressource colorante qui est vraiment trop précieuse et sur laquelle aujourd'hui il est plus que nécessaire de réfléchir à vraiment optimiser son procédé, consommer le moins possible de plantes pour obtenir la plus saturée, et donc bien choisir la matière. Et économiser l'énergie, évidemment, le chauffage, les eaux de rinçage, enfin tout ça. Donc tout ça, il n'y a pas de rinçage. Donc pour le moment, c'est à l'étape d'expérimentation. Et je travaille avec l'Opéra Comique, avec qui nous avions ouvert un atelier de peinture végétale en 2012. Grâce à l'immense soutien de Christelle Morin, qui était la chef d'atelier à l'époque, et grâce aussi au soutien de Couleurs de Plantes et de la fondation d'entreprise Hermès, on avait pu inaugurer un atelier vraiment spécifique pour les teintures naturelles pour le costume d'opéra, donc à l'Opéra Comique à Paris. Et là, cette année, j'ai repris du service parce que Christelle Morin a quitté ses fonctions, et on me rappelle pour relancer un peu la couleur végétale, la remettre au plateau. Et donc je reviens, je fais un peu comme je fais d'habitude, c'est-à-dire je fais la preuve par le faire, et donc en sortant des couleurs, en montrant ce qu'il est possible de faire avec les durées, le calendrier qu'on a dans le spectacle, et les équipes qu'on a. En fait, les couleurs parlent d'elles-mêmes, hein. Il n'y a pas tellement besoin de les défendre. C'est tellement beau, c'est tellement magique. Et quand on a la chance de travailler dans une équipe comme celle de l'Opéra Comique, avec des savoir-faire exceptionnels, la couleur vient, c'est un écrin. Elle vient sur des très belles matières. Elle vient sur habiller des chanteurs exceptionnels avec des musiciens magnifiques. Donc c'est une très très belle expérience pour montrer l'harmonie des tonalités, parce que là, quand il y a 50 chanteurs au plateau, d'abord on se teste sur des problématiques qui croisent des questions de semi-industrialisation, parce que quand on est sur des dizaines et des dizaines de kilos ou des 200 mètres à peindre dans des dizaines de couleurs, on n'a pas le temps de faire des échantillons pour chaque pièce, hein, donc il faut trouver des solutions. Et puis on voit, ça saute aux yeux, c'est-à-dire qu'au plateau, on voit à quel point les teintures végétales se marient bien entre elles. Et ça, j'avoue, avant l'Opéra Comique, j'avais pas pu vraiment l'expérimenter. Parce que dans les musées, quand on voit les collections muséales, les textiles sont pas forcément tous les uns à côté des autres, pour voir comment les couleurs et au niveau chromatique comment ça se répond. Et du coup là, de l'expérimenter et en plus tout en nuances musicales, ça fait un très bel ensemble. Ça donne de la voix, voilà. Super. Donc ça c'est encore une activité. Donc Natural Dye Studio, vous avez expliqué, il y a un atelier mouillé, un atelier sec, votre bulle extérieure et vos activités du coup. Et puis le nombre de gens qui y travaillent. Enfin, racontez-nous un petit peu. Alors c'est à géographie variable et à équipe variable. C'est-à-dire que je travaille seule dans cet atelier. Je suis la seule personne fixe. Et après, en fonction des projets, il y a des collaborations où je vais travailler seule parce que juste c'est plus rapide en fait. C'est juste pour des questions de temps, même si j'aurais vraiment bien besoin d'aide tout le temps. Mais là, par exemple, le dernier projet où j'ai fait une collaboration avec un artiste plasticien qui est un photographe qui s'appelle Clément Verger, qui vient d'ouvrir une magnifique exposition au Centre d'art contemporain du pays d'Ancenis. Ça s'appelle Le Mât. Et là, c'est un magnifique travail. Il est engagé sur
sur un doctorat dans lequel il interroge la présence des plantes et le voyage des plantes depuis les grandes explorations, depuis le capitaine Cook et les découvertes de la botanique internationale. Quelles sont les conséquences aujourd'hui sur dans nos paysages et dans notre environnement proche? Qu'est-ce qu'on appelle plantes invasives? Quelles sont les filières qu'on peut éventuellement interroger par rapport à la présence de ces plantes? Et du coup, dans ce travail sur l'eucalyptus, parce on s'est rencontrés, il a fait la Villa de Velázquez et on a eu envie de témoigner par différents types de matérialité de la présence des eucalyptus en Europe, comment ils sont arrivés et du coup qu'est-ce qu'on peut en faire. Et on a fabriqué des immenses voiles de bateaux, des voiles en chanvre qui sortent des ateliers de Virgo Cop. J'en parle parce que je sais que vous les avez rencontrés et vraiment qui font un travail magnifique pour relancer le chanvre en France. Et donc ces grandes voiles de chanvre ont été tannées telles qu'on tannait les voiles à l'époque avec des tanins d'eucalyptus. Donc c'est là on est sur des plus d'une trentaine de mètres de teinture avec évidemment des métrages qui sont impossibles d'imaginer mettre dans une marmite. Voilà. Mais voilà, ça c'est par exemple un exemple. Et là pour ce projet, on avait tellement peu de temps. Enfin moi j'avais tellement peu de temps, j'étais tellement en retard sur tout que j'ai travaillé seule, à la fois sur la teinture avec Clément qui a fait la récolte et qui est venu faire équipe pour réaliser les teintures, et ensuite pour la confection, la mise en forme de l'objet, parce que j'aime mettre les doigts dans la matière et donc j'aime la transformer, j'aime la coupe, j'aime la mise en volume et toute la matérialité, que ce soit de la fibre, du tissu, de son poids, de sa manière de bouger et donc de sa tonalité et de la manière dont je peux modifier son tombé par l'ennoblissement. Tout ça fait c'est un tout pour moi, c'est une approche qui est vraiment indissociable. Donc c'est pour ça que je fais un peu tout. Je peux faire tout toute seule, mais il y a des projets où c'est impossible. Par exemple, avec Astérix, ou là même avec l'opéra comique, heureusement, j'ai des complices qui viennent m'aider. Et je travaille soit à l'atelier, donc à Montpellier, soit dans les structures avec qui je travaille. Donc parfois, c'est très bien parfois d'arriver dans les lieux, dans les locaux des différentes institutions avec qui je travaille, et du coup de voir comment les équipes sont organisées. C'est la meilleure manière quelque part de voir comment le travail s'organise et à quel moment et à quel endroit on va pouvoir réinterroger la manière de faire et éventuellement comment travailler autrement, comment basculer sur anticiper la préparation des fibres, peut-être commander les tissus plus tôt et voir que finalement la teinture végétale c'est différent, mais si on est très organisé et qu'on connaît, qu'on sait ce qu'on fait, c'est pas du tout incompatible avec le secteur du costume, du cinéma et du spectacle, du théâtre. Alors du coup, Sandrine, j'ai plein de questions à vous poser parce qu'en fait, vous êtes une des pièces de Pulse qui manquait, parce que dans les invités que j'ai reçus, donc il y a Virgo Cop dont j'ai compris que vous travaillez ensemble. J'ai eu donc Clément Bottier, l'épisode 4, où Clément nous parle d'Astérix, nous parle de vous. Isabelle Rodier, épisode 7, qui nous parle de vous en me disant faut absolument la recevoir. Déjà dès le début. Ils sont exceptionnels tous les deux. Et ensuite, ça n'a pas arrêté. C'est-à-dire que j'ai eu Anne de la Sayette qui m'a dit mais relancez Sandrine Rosier. Exceptionnelle aussi. Cardon. Donc bref, vous êtes un peu la pièce qui me manque, vous l'avez compris. Et quand j'ai continué à étoffer, donc le podcast, il grandit en même temps que moi j'explore la couleur végétale. Moi, par ma passion des plantes. Et du coup, comme vous l'avez dit, il y a plein d'applications. Et c'est essentiel d'y revenir et de les découvrir. Donc, du coup, c'est ce que j'essaye de faire avec ce podcast. Et quand je me suis ouvert à la porte de l'industrialisation, j'ai rencontré David Godino. Et de qui m'a-t-il parlé? De Sandrine Rosier. Donc, je me dis, c'est pas possible.
Donc il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais vous parler. J'ai eu aussi des gens qui travaillaient dans la transmission, l'enseignement, la formation, qui m'ont parlé du Greta. En creusant, j'ai vu que c'était aussi vous. Donc ce que je voudrais faire, c'est qu'on prenne chaque sujet un par un et qu'on voit là où vous avez contribué et comment ça s'est fait. Donc je sais pas par quoi vous voulez commencer. On a déjà parlé un peu du costume, mais de quoi vous voulez, sur quoi vous voulez enchaîner? Peut-être on peut parler de la formation. Alors ce qui est vrai, c'est que dans tout ça, ce que vous soulignez assez bien, c'est que j'aime beaucoup travailler avec des équipes. Même si j'adore travailler seule et que j'ai besoin de faire de la recherche en solitaire, j'adore collaborer parce que je trouve qu'on est plus fort à plusieurs et que du coup, j'ai toujours aimé me frotter un peu à la réalité, c'est-à-dire des projets à échelle réelle, avec des contraintes d'équipe, de manière de travailler, de délai, etc. Donc, ça m'a amené effectivement à mettre un peu, à être en synergie avec plein de gens différents qui font tous des trucs très différents et magnifiques et passionnants. Et si j'avais des journées de 36 heures, j'en ferais encore plus. Mais bon, pour resserrer un peu votre question, je vais parler un tout petit peu de l'enseignement. Pour moi, la teinture végétale, c'est quelque chose qui doit être vivant, et pour que ça soit vivant, ça doit absolument se partager, témoigner, montrer, et en montrant les couleurs, elle s'impose parce que ça sent bon d'un seul coup dans les ateliers, tout le monde le dit, d'un seul coup on a envie de venir voir de plus près ce qui s'y passe, on a envie de le visiter, on a envie d'y rester un peu pour sentir à quel point les décoctions et tout ça sent bon, les tissus sentent bon à la fin. Les couleurs sont extrêmement vibrantes de par la complexité de la chimie végétale et des colorants végétaux. Et puis la formation, en fait, c'est marrant parce que ça a été un peu ça a été mon premier boulot quand j'étais adolescente. En fait, on m'a demandé de former de donner des cours de solfège à mes petits complices quand moi j'apprenais le piano. Donc à 12 ou 13 ans, je commençais à essayer de jouer au prof, et finalement j'ai jamais cherché, mais on m'a toujours demandé. Et par exemple en revenant du symposium à Hyderabad, quand on a commencé à travailler avec l'Académie Fratellini et qu'on a sorti ce premier spectacle Dédale, c'est la direction de l'Académie Fratellini qui m'a demandé de monter la première formation professionnelle conventionnée, avec une prise en charge AVDAS pour les costumiers du spectacle vivant. Et donc cette formation, ça a été en 2007 qu'elle a commencé. Et donc c'était 2 semaines de formation avec les bases de la teinture, le mordançage. C'était extrêmement on va dire le démarrage, le débutant, pour comprendre un peu les interactions entre les différentes combinaisons qui se font entre la matière, le colorant et éventuellement un mordant. Et puis à partir de là, c'est vrai que ça a été le début, c'est-à-dire que j'ai continué avec Fratellini, et puis j'ai commencé à donner des workshops dans des écoles de design, dans les DMA, DNMAD maintenant, et à l'ENSAT, donc l'ancienne rue Blanche, avec lesquelles magnifique équipe, où maintenant on enseigne que la teinture végétale, et donc je suis l'enseignante référente depuis 10 ans maintenant. Donc tous les étudiants costumiers, que ce soit en conception costume, maintenant ce sont des masters, donc en master costume ou en master atelier de costume, tout le monde passe par la teinture végétale, et parfois on fait de la teinture, de la patine, jusqu'à de l'impression quand on a le temps, avec des cadres de sérigraphie. Et vous entendez quoi par patine, Sandrine? Alors ça, c'est vraiment on utilise ce terme. La patine, c'est au départ, ça a été inventé pour retravailler les tissus industriels teints avec des colorants de synthèse qui font évidemment hyper neufs, hyper régulier, avec un unisson qu'on n'a jamais fait avec
la teinture végétale ou probablement pas bien souvent, et qui sonne pas vraiment juste quand on travaille le costume historique ou quand on veut donner un peu de vibration, quelque chose de vivant sur un costume qui a l'air d'avoir vécu. Donc on va vieillir un tissu qui est neuf, qui est trop neuf. L'intérêt de la teinture végétale, c'est qu'on fait les deux en même temps, c'est-à-dire qu'on fait on fait une teinture et on va orienter le procédé de teinture pour lui donner un œil qui donne l'impression qu'elle a toujours existé, cette couleur, qu'elle a même vécu. Et par les couleurs qui nous rappellent les collections muséales, qui nous font voyager dans l'histoire, et Dominique Cardon ne me contredira pas, un rouge Garance et les bleus indigo nous font forcément parcourir une mémoire collective ancienne. Donc la patine, c'est ça. D'accord. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête à continuer à acheter des tissus neufs et à vouloir les vieillir, alors que peut travailler. On a aujourd'hui des filières textiles qui renaissent en France, qui sont exceptionnelles, qui nous permettent de travailler des matières qui prennent très très bien la couleur. Et du coup, plutôt que d'aller chercher un tissu à l'autre bout du monde, on peut vraiment défendre. En étant dans une démarche écologique, on peut défendre une création qui tient la route et qui va être juste pour un projet de danse, de théâtre ou de film. Et donc ça, cette pratique de la patine, vous le faites pendant vos cours que vous donnez à l'ANSAD. C'est toutes les étapes en fait que vous faites, enfin vous apprenez aux étudiants. Oui, alors on commence par la teinture, et de la teinture bon, malheureusement, on peut pas tout faire, mais du coup, on s'intéresse, on interroge particulièrement le poids du tissu, des techniques d'ennoblissement, pour parfois transformer un tissu qui va être très léger, parce que au plateau ou au cinéma, on peut inventer des choses et donner des aspects qui sont pas du tout la réalité. Donc, on peut alourdir un tissu. Et plutôt que de galérer à teindre un tissu qui va peser 550 grammes au mètre carré, on va travailler un tissu beaucoup plus léger et on va lui donner du poids, on va le charger dans les opérations d'ennoblissement, et du coup il va tomber, il va avoir un poids qui n'est pas forcément le poids d'origine. Donc tout ça, c'est vraiment des techniques de costumier. On travaille ça, et on travaille la patine à la brosse aussi pour ajuster le tir. On fait des essais de mise en lumière au plateau pour voir si on peut retravailler, ajuster, renuancer certaines couleurs, et pour anticiper un peu ce que les étudiants vont croiser quand ils vont travailler sur des gros spectacles, quand on travaille avec des éclairagistes. Si on veut faire de la teinture végétale pour le spectacle, il faut absolument boire un café avec l'éclairagiste le plus tôt possible pour que tout le monde comprenne ce qu'on fait là, et que tout le monde s'en réjouisse en fait, parce que finalement éclairer une teinture végétale, c'est beaucoup plus complexe qu'une couleur synthétique sur un tissu acheté. Il y a beaucoup plus de possibilités de mise en lumière, et donc il faut travailler ensemble. C'est réjouissant. Et alors du coup, l'étape d'après l'ANSAD, c'était de créer le Greta, ou il y a eu encore des étapes entre deux? Du coup, j'ai commencé en donnant des workshops dans différentes structures, mais c'était une intervention par an ou 2 interventions par an. Et le Greta, c'est arrivé, je crois, là, ça fait 10 ans cette année. C'est arrivé en 2013. Et en fait, j'ai rencontré les équipes du Greta qui étaient en train d'aménager l'atelier de teinture, dans lequel il y avait déjà une formation pour les teintures de synthèse, dans lequel il y avait une formation de patine avec des colorants de synthèse. Et on s'est rencontrés pour la mise en place de cet atelier, pour savoir quels étaient les outils dont on aurait besoin pour amener aussi ce savoir-faire de teinture végétale qui pointait bien son nez, pour lequel il commençait à y avoir de la demande. Et du coup, avec le Greta, j'ai proposé de monter une formation dans laquelle on serait, dès le départ,
une dizaine d'intervenants pour croiser les visions, croiser les pratiques, pas forcément tous raconter la même chose. D'ailleurs, c'est un peu la difficulté de cette formation, c'est que après, il faut faire une synthèse entre ce que raconte l'un ou raconte l'autre. Et donc, avec le Greta, participe depuis le début Michel Garcia, qui amène évidemment son expertise sur les interactions de la chimie végétale. On va visiter le jardin du Muséum d'Histoire Naturelle et depuis peu le jardin de Wohl avec Aurélia Wolf. Et du coup, c'est un régal parce qu'on trouve des plantes. On n'a pas besoin d'aller jusqu'en Asie pour aller observer un clérodendron, par exemple. Et alors jusqu'à il n'y a pas si longtemps, malheureusement, il nous a quittés. François Delamarre qui venait faire un cours à la fois d'histoire et de chimie, c'est un très grand chimiste de la matière. Patrick Brenac intervient chaque année, Dominique Cardon, Clément Bautier. En fait, pour moi, j'ai souvent utilisé les actions de formation et les projets pour fédérer, pour travailler ensemble, pour se raconter, pour se faire progresser. Et du coup, c'est un rendez-vous, par exemple, chaque année avec Michel Garcia et Clément Bautier et tous ses complices. On essaye de se mettre au diapason, de se raconter un peu ce qu'on fait, ce qu'on a abandonné et ce qu'on a réussi à optimiser. Et du coup, pour se mettre un peu à l'unisson et que les étudiants et les personnes qui viennent se former puissent en bénéficier un peu de cette réactualisation permanente. Et donc le Greta, ça a lieu, c'est une formation ponctuelle, c'est pas toute l'année, si j'ai bien compris, c'est ponctuel. Non. Pour le moment, c'est 1 mois, une fois par an. Quelquefois, on a eu tellement de monde sur la liste d'attente qu'on l'a fait 2 fois dans la même année. Mais en fait, on est tous très occupés, que ce soit Clément ou Michel. Donc déjà par nécessité pour nos autres métiers respectifs, ce serait juste impossible de monter une école pour nous. On ne pourrait pas intervenir comme on le fait. Donc pour le moment, ça dure 1 mois. C'est évidemment beaucoup trop court pour apprendre un métier. En fait, c'est le lancement, mais c'est un concentré. C'est sûr que c'est assez, faut être assez présent. Il y a beaucoup de contenu. Et ça manque de pratique. Évidemment, on n'a pas assez le temps de développer des temps d'atelier, ça tout le monde le constate, mais on laisse un peu chacun développer les choses après on expérimente tout, mais malheureusement on expérimente sur des échantillons beaucoup trop petits. Et la phase le passage à échelle réelle, malheureusement on n'a pas le temps et les moyens de le faire avec le Greta, donc il faut le faire ailleurs. Et est-ce que donc cette année ça a lieu quand et c'est ouvert à quel public? Alors chaque année, pour le moment, on est sur le début de l'automne, donc c'est fin septembre, début octobre, sur 4 semaines. Ça peut rentrer aujourd'hui dans un compte personnel de formation, parce que la formation est intégrée à un diplôme certifiant. Donc c'est un module d'une formation certifiante, donc c'est tout à fait possible de faire valoir ses droits de cette manière-là. Et alors ça s'adresse plus particulièrement à des personnes qui ont un projet professionnel. Évidemment, on va sélectionner ce type de candidature en premier parce qu'il y a que 10 places. Donc, chaque année c'est complet. Donc on va prendre en général des personnes qui ont des projets qui sont déjà assez définis, mais parfois pas toujours. Donc ça peut être, on sent qu'il y a un potentiel de basculement ou de reconversion ou de mise en application extrêmement fertile. Donc ça peut être des designers, vêtements, textiles, objets, ça peut être des costumiers, ça peut être des stylistes, ça peut être des artistes, et ça peut être aussi des gens qui veulent transmettre. Ça peut être des gens qui sont déjà venus faire d'autres formations, mais qui veulent mettre un peu les points sur les i en profitant de la pluridisciplinarité des interventions.
et du coup de poser un peu toutes ces questions qu'on a mis un peu dans sa besace depuis un certain nombre d'années. Donc ça, c'est des très bonnes motivations pour venir faire partie de cette équipe du Greta. Et alors il y a eu une époque où on allait visiter l'atelier des Gobelins. Aujourd'hui, on ne le fait pas, mais il y a énormément de mise en pratique et de témoignages de réalisation de projets concrètes et à grande échelle. D'accord, donc le Greta, ça fait 10 ans que ça existe. Il y a à peu près seulement 10 chanceux qui ont la chance d'y participer, avec des intervenants de qualité hyper top du top. On est très complémentaires. Alors j'oublie de citer, on a eu la chance de faire intervenir Axel Gissereau et Sumiko Oegotini. Et je vous donne ces deux noms qui pourraient être des lancements de passage de micro, parce que les deux ont énormément de choses à dire sur la couleur. Axel Gissereau, elle dirige l'équipe textile à la Fondation Luma à Arles, qui est un atelier de design qui travaille beaucoup sur l'économie de moyens et sur des procédés renouvelables. Donc on collabore depuis plusieurs années pour mettre au point des collections textiles et elle a énormément à dire. L'atelier Luma fait et met au point un certain nombre de collections, et en particulier cette année qui a été présentée à Milan, au dernier salon du meuble à Milan, avec vraiment de très très belles réalisations, et ça montre que la teinture végétale est possible en faisant teindre chez Plot des grands métrages de laine ou de laine de bimatière, laine et chanvre par exemple, magnifique. Et sinon, donc elle est venue témoigner de ces projets avec tout le laboratoire de Luma, test, solidité, appareil à biberon, enfin toute la mécanisation qui est nécessaire quand on veut travailler à cette échelle-là. Et je parle de Sumiko, qui est venue aussi intervenir plusieurs fois au Greta, et qui a un parcours magnifique dans le monde artistique, qui a été co-directrice de la Villa Kujuyama à Kyoto, et qui incarne une passerelle Asie et pays occidentaux, et qui est en train de travailler, de mettre au point tout un programme de recherche sur la couleur et sur le sens et la sensorialité des couleurs entre les philosophies européennes et asiatiques, entre les différentes approches, et comment on choisit une couleur au Japon, comment on choisit une couleur en Europe, pour quelles raisons, quel est le sens qu'on donne à la couleur. Elle met au point tout un programme de recherche qui est extrêmement fertile et qui parfois manque dans les formations, dans les écoles, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément les intervenants qui ont été formés sur la matière, la matérialité des plantes à couleur. D'accord. Donc, okay. Elle aurait aussi beaucoup à raconter si vous lui tendez le micro. Voilà. Ok. Donc ça, c'était la partie, on va dire, Greta. Donc la partie transmission. Je voulais voir avec vous, donc on a eu David Godino d'Alliance Machine Textile qui nous parlait de votre contribution dans la réalisation d'une machine de teinture. Donc il en a bien parlé. Moi, j'aimerais avoir votre avis à vous qui aimez vous confronter à la réalité. Là, c'était vraiment le super exercice, on va dire. Et en fait, je voulais avoir vous votre point de vue, comment vous avez vécu ça et comment ça se passe avec la machine, qu'est-ce que vous en pensez et votre point de vue. Alors, c'est extrêmement enthousiasmant. Moi, je suis pas du tout bloquée par la mécanisation. De toute façon, j'ai jamais voulu acheter de grandes marmites. J'ai toujours fait de la teinture soit en cuve avec des grands litrages de cuve. Là, j'ai une cuve de 600 litres pour l'indigo, et pour les grands volumes de teinture, j'ai toujours fonctionné, ou majoritairement fonctionné, avec de la teinture en machine à laver. Donc autant dire que j'ai galéré pendant une quinzaine d'années.
à me coller le nez contre le hublot de ma machine qui est en hauteur, heureusement, mais forcément à essayer d'en sortir des couleurs. Alors, pour certaines matières et certaines coupes, et aussi pour le spectacle, pour le costume, c'est assez adapté. On arrive à faire des choses extrêmement intéressantes et à orienter les marbrures pour justement faire de très belles patines. Mais en fait, avec David Godino, on s'est rencontrés sur un projet sur lequel on a pu collaborer et on s'est recroisés. En fait, David Godino m'a témoigné de son constat permanent dans ses échanges avec le monde industriel textile, où finalement toutes les réunions se terminaient de la même manière, à savoir la teinture végétale en machine à teindre aujourd'hui ça marche pas, c'est trop compliqué, ça encrasse les machines, enfin c'est ingérable, donc no way. Et en fait on était complètement d'accord et on en parlait déjà depuis un certain temps. C'est comme si aujourd'hui tout le monde s'était concentré sur la ressource colorante et comme si la ressource colorante était la solution. Alors que finalement la mise en œuvre et les méthodes et les procédés de teinture jouent un rôle considérable. Enfin, quand on a voyagé un peu et dans l'histoire et au niveau géographique, ça saute aux yeux. On peut pas faire de la teinture juste avec une plante. Il y a tellement de mise en œuvre possible. Et donc, il a constaté que finalement, les industriels voulaient juste changer de poudre, avoir une poudre labellisée, mais garder les mêmes machines. Et si possible, rester sur une organisation du travail relativement proche de ce qu'ils connaissent. Et je peux le comprendre. C'est évidemment, on n'a pas forcément envie de tout changer vu le prix des investissements d'une telle mécanisation. C'est quand même assez compliqué de faire un choix radical de cette manière-là. Et en fait, quand David m'a proposé qu'on conçoive une machine qui pourrait répondre à mes besoins, c'est-à-dire de petites productions, plutôt orientées costumes ou production échantillonnage pour le design ou le design de vêtements ou d'accessoires. Moi, j'étais complètement d'accord avec lui. Surtout, ça peut pas marcher. On peut pas teindre en végétal avec une machine qui a pas forcément été conçue pour un procédé de ce type. C'est pas les mêmes organisations d'étapes, la même chronologie, les mêmes temps, les mêmes températures. Même si on arrive à sortir certaines choses avec les machines à teindre actuelles, on peut évidemment optimiser. Évidemment, on peut gagner du temps, et puis si on veut que la teinture végétale se développe, il faut mécaniser. C'est trop chronophage. La teinture pour le film Astérix nous l'a bien fait comprendre. On est plus cher en main d'œuvre et on est moins cher en ressources colorantes par rapport à un budget colorant, parce qu'en fait, en teinture végétale, on arrive à recycler les bains et avec le même bain de plante, on arrive à faire plusieurs couleurs, à conserver les bains et à sortir des couleurs pendant toute la durée de la production. Donc, on est parti de ce constat et on a pensé une machine à petit volume, mais avec laquelle il y aurait le robinet de vidange pour récupérer tout ce qu'on veut récupérer extrêmement facilement et réinjecter dans un autre cycle ce qu'on vient de récupérer. Donc ça peut être un mordançage, ça peut être un bain de plantes, ça peut être une imprégnation pour finaliser un tissu, tout est possible. Et on est parti sur une petite machine très polyvalente qui répondrait un peu à tout ce que je fais, c'est-à-dire de la teinture pièce, tissu, en métrage qui peuvent aller pour des tissus fins jusqu'à 35-40 mètres, de la teinture d'articles confectionnés quand on a déjà cousu, assemblé les costumes et qu'on n'a plus que les finitions à faire, et puis faire un peu d'échantillonnage sur de la teinture sur écheveau, et d'avoir aussi une possibilité de faire de l'extraction de plantes. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est pas forcément d'avoir la machine qui répond à tout, mais c'est en faisant une machine
petit volume, elle prend un peu plus de place qu'une machine à laver. C'était de le tester à petite échelle et de se dire, cette machine, finalement, on va garder plutôt tel procédé et telle ou telle chose qu'on abandonnera peut-être. Là, pour le moment, donc je suis allée tester la machine. On a fait une teinture pièce sur de la soie. Donc c'est tout frais, hein, là, c'est en train d'arriver. Et donc je pourrais vous en dire beaucoup plus bientôt. Voir, on pourra discuter ensemble avec David d'un retour sur un usage de cette machine. Mais en tous les cas, les premiers essais sont extrêmement enthousiasmants. On arrive à un rapport de bain qui est extrêmement réduit. Donc on économise de l'eau, on chauffe à des températures relativement modérées et du coup avec un brassage régulier où on peut tout programmer. Donc c'est beaucoup plus confortable qu'une machine à laver comme je me suis frottée depuis toutes ces années. On peut tout choisir, on peut tout programmer avec énormément de facilité et du coup là l'enjeu ça va être d'expérimenter pour sortir des procédés qui fonctionnent sur telle matière, sur d'autres matières on va adapter, le rapport de bain sera sûrement différent en fonction des colorants et l'idée c'est de partager ces procédés pour que cette machine soit un peu en réseau, mise en réseau sur l'enregistrement des lancements des programmes pour que ça puisse être utilisé avec facilité par des gens qui n'ont pas forcément le temps d'apprendre la teinture végétale pendant 20 ans. Voilà. D'accord, ok. J'aimerais faire avec vous les questions rapides. J'aimerais qu'on parle un peu de l'avenir de la couleur végétale selon vous. Personnellement, en creusant, c'est ce que je vous expliquais, je me rends compte de tellement de nouvelles applications dans les cosmétiques, dans la peinture, sur les bioplastiques, sur le plastique, sur d'autres matériaux innovants, etc. Pour vous, c'est quoi l'avenir de la couleur végétale ? Pour moi, il est incontournable. Alors après, à quelle échelle, ça, l'avenir nous le dira, mais en tous les cas, il est incontournable. Ce qui a démarré dans un très grand nombre de pays, on ne pourra pas revenir en arrière. C'est-à-dire que même si ça reste une pratique small is beautiful, dont je parlais tout à l'heure, même si ça reste ça, ça peut être, si on est très nombreux à le pratiquer, ça peut avoir un impact considérable. Et on peut croiser la teinture avec d'autres types d'usages de plantes, avec le soin par les plantes aussi, avec je ne sais pas, l'aromathérapie, les plantes alimentaires, enfin tout est possible. Il y a tellement de manières d'utiliser les plantes. Pour moi, ce qui est essentiel, par contre, et plus que jamais aujourd'hui, c'est d'être très conscient de ce qu'on utilise. C'est-à-dire de surtout utiliser la quantité de plantes dont on a besoin, d'être lucide sur la rareté des plantes, la rareté des colorants et du coup faire très attention et avoir le courage d'optimiser ces procédés, même si ça prend du temps et même si c'est coûteux, mais ça que chacun fasse cet effort pour réduire, être en économie de ressources, pour réduire tout et éventuellement réduire aussi le projet. On n'est pas obligé de tous porter des couleurs pétards, éclatantes. Il y a d'autres moyens de communiquer avec son entourage. De toute façon, ça va évoluer. Puisque toutes les couleurs ne se valent pas en teinture végétale, il faut le rappeler. La teinture de synthèse a popularisé la couleur. Elle a permis de sortir à peu près toutes les couleurs avec des prix qui étaient du coup d'un seul coup très accessibles. La teinture végétale, il y a des couleurs qui sont pas très chères, qui vont être assez faciles à réaliser, et d'autres qui vont être des tours de main de teinturiers qui vont être vraiment complexes. Et ça, quand on rentre dans une équipe, c'est pas toujours évident à comprendre. Que du coup, le design couleur, le choix des couleurs, ça passe forcément par la matérialité. À la fois de la ressource, est-ce qu'elle est chère, est-ce qu'elle est rare, est-ce qu'elle vient du bout du monde ou est-ce qu'elle est locale, est-ce qu'il y a une filière ici en France, est-ce que c'est un extrait, est-ce que c'est une plante séchée, et dans sa mise en œuvre. Est-ce que ça va être
simples, compliquées, voire très compliquées. Donc ça, ces questions sont indissociables aujourd'hui d'un choix de couleur pour l'avenir de la couleur textile, mais de la couleur dans les cosmétiques, dans le capillaire, dans tous les usages dans lesquels on va pouvoir faire des passerelles avec les plantes. Et pour vous, quel est le principal frein à une utilisation, à un retour de la couleur végétale en fait dans nos vies, parce qu'on en parle pour la coloration capillaire, on en parle pour la coloration de textiles, de matériaux, enfin voilà. Qu'est-ce qui pour vous bloque encore aujourd'hui les entreprises à se tourner vers la couleur végétale, sachant que tout le monde sait que le pétrole c'est fini, enfin ça va se terminer. Et qu'on va devoir y aller, pourquoi les gens n'y vont pas plus vite? Eh bien, en fait, justement, pour moi, le plus grand obstacle, c'est le temps. C'est-à-dire que tout le monde voudrait que ça marche tout de suite et du premier coup. Et il y a de la recherche à faire. En fait, en France, on a été un des pays les plus en avance sur la teinture végétale industrielle. Au XVIIIe siècle, on est vraiment super bon en teinture industrielle en France. On sait faire des très grands volumes, on sait reproduire les couleurs, et donc ça on en fait la preuve avec Dominique Cardon et son spectrocolorimètre. On sait très très bien teindre. Après, c'est une époque où on n'avait pas mécanisé, donc on avait un contexte à la fois agricole et de travail qui n'est pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'équation situation climatique et développement de nouvelles filières avec très peu d'eau et avec des contraintes d'énergie, d'être à faible coût énergétique, ça fait une équation qui est quand même assez complexe. Plus la question de la formation, c'est-à-dire que l'expérience de la teinture, c'est quelque chose qui est à multifacettes. Il faut être à la fois un peu botaniste, un peu technicien textile, un peu artiste, un peu chimiste, un peu tout ça, et ça prend quand même beaucoup de temps dans une vie d'apprendre tout en même temps. Donc il faut collaborer, il faut être complémentaire, et la mise en œuvre. Moi, je pense qu'il faut l'avenir de la teinture végétale, ce sera dans la bonne sélection des procédés à faible coût énergétique, des bonnes plantes et des bonnes matières, parce qu'il y a des compatibilités qui peuvent être extrêmement économiques. Et par contre, il y a des teintures, certaines matières, dans certaines couleurs, qui sont extrêmement onéreuses en temps et en énergie, donc il faut réserver à un usage très rare, voire s'en passer. Donc il faut oublier la manière de travailler la couleur telle qu'on a pu la travailler dans le design jusqu'à aujourd'hui. Il faut faire tomber tout ça, et je pense que les jeunes générations de designers sont prêts. Ils sont prêts à travailler autrement et du coup à avoir une approche qui va intégrer cette matérialité dès le départ. Mais ça va prendre un peu de temps. Alors, ce qui est génial dans votre approche, c'est que, voilà, on a parlé vraiment de toute la chaîne, les plantes, la transformation. Donc, les extraits, je ne savais pas que ça datait d'il y a pas si longtemps, donc j'avais pas cette notion. Les procédés, donc vous êtes vachement axé sur, oui, on peut avoir la ressource, mais il faut savoir faire. Et c'est vrai que c'est quand même essentiel. Moi, ce qui me fait hyper plaisir, c'est de voir que on a quand même beaucoup. De plus en plus d'agriculteurs de plantes tinctoriales en France. J'ai appris par un échange téléphonique qu'on avait de l'indigo français en Guadeloupe. Donc qu'on va recevoir sur le podcast, donc j'en suis ravie parce que pareil, l'approche est incroyable. On a reçu le Chant des couleurs, l'Ivaden. J'ai d'autres agriculteurs qui m'ont contacté pour passer sur le podcast. Moi, je me réjouis parce que c'est le lien à la terre et à la plante. Mais ce qui était important pour moi aussi, c'était toute la fabrication, la transformation. Et on a des acteurs en France, on peut être fiers. Donc, vous avez cité les deux, plantes, couleurs de plantes et greening. Et ensuite, on a des experts, des savoir-faire. Et en fait, moi, ma question, c'était qui fédère tout ça aujourd'hui ? Qui gère cette chaîne, qui s'occupe de la défendre, de la défendre, d'en parler, de la faire connaître, etc.
Alors, pour moi, dans mon parcours, ce qui a été extrêmement fédérateur, c'est l'organisation exceptionnelle des symposiums internationaux sur la teinture végétale. J'ai eu la chance de participer à plusieurs, en Inde, en Corée, à Madagascar et en France, bien sûr. On prépare, enfin on espère voir jaillir un nouveau symposium prochainement. Moi, je tire mon chapeau aux équipes qui s'y sont toujours collées, d'organiser des événements de cette ampleur. À Hyderabad, on était plus de 800 teinturiers, du chercheur, du chimiste jusqu'aux praticiens, aux fabricants et aux vendeurs de plantes, aux producteurs. Moi, j'ai énormément appris et j'ai énormément rencontré grâce dans ce réseau au niveau international, grâce au symposium. J'ai l'impression que c'est ça qui est le plus efficace, le plus rapide. On assiste à des conférences, donc c'est évidemment toujours trop court, mais ça donne un témoignage à un moment donné de tous les projets qui sont innovants. Et l'UNESCO a été porteur de l'organisation de ce grand symposium en 2006. Dominique Cardon a été l'experte et la programmatrice scientifique d'un certain nombre de ces rencontres, et on a cette chance du coup d'avoir eu des sélections de projets exceptionnelles. Ça a été très très riche. Après, il pourrait y avoir aujourd'hui, maintenant qu'on est quand même un certain nombre d'acteurs beaucoup plus nombreux, il pourrait y avoir d'autres types de fédérations régionales, nationales, et du coup porter la voix et les intérêts de ceux qui produisent, ceux qui transforment, ceux qui utilisent, et de voir qu'on a tous besoin les uns des autres, et que plus mieux on travaillera la matière première, mieux on la vendra, et vice versa. Donc là, il y a beaucoup à faire, mais je dirais que votre podcast est déjà un acteur fédérateur considérable. Donc merci beaucoup, Pauline. Ah bah c'est sympa. Et juste pour continuer avec Henri Joseph, puisque vous en parlez, Henri, je l'ai rencontré sur un de ces symposiums il y a très longtemps, et Henri produit aussi un bois de campèche français. Ah, je savais pas que l'indigo. Il me garde des secrets, je le sais. Il m'a mis en haleine, là, j'ai hâte d'enregistrer avec lui parce que, il est passionné de botanique et il me raconte des trucs, mais c'est incroyable. Je savais pas qu'il faisait aussi un bois de campèche français. Et du rocou. Enfin, tout ce qu'on n'a pas en Europe. Du rocou, du bois de campèche, l'Indigofera subfructuosa, enfin, tout, vraiment des trésors. Et avec un savoir-faire de chimiste, il a une formation de chimie végétale exceptionnelle. Donc, je pense que ça va être intéressant. Vraiment. Ouais. Non, franchement, là, pour la rentrée, il y a des épisodes de dingue. J'ai même rencontré, je pense que vous la connaissez, Élodie Carpentier, du Rouge Français. Alors, j'ai pas eu la chance de la rencontrer encore, mais bien sûr, ça va arriver. Elle m'a soufflé. Enfin, moi, je suis hyper contente. Si le podcast fédère, c'est génial. Moi, ce qui me fait hyper plaisir, c'est de voir tous ces gens extraordinaires et de voir que la couleur est partout, qu'elle est utilisable dans plein de sujets, plein de domaines, mais même des choses auxquelles j'aurais jamais pensé. Et en fait, c'est tellement beau de voir tous ces passionnés que, voilà. Ça, c'était la petite phrase. Je voulais savoir, Sandrine, si vous étiez une plante tinctoriale, laquelle seriez-vous et pourquoi? Aujourd'hui, je ne peux être que le pastel du teinturier, parce que je sens ma cuve d'indigo à plein nez. Elle est juste derrière moi. Donc là, je récolte les feuilles, je fabrique mes cocaïnes, je les concasse, donc je passe ma journée, enfin je me lève le matin, je commence la journée avec cette cuve. D'ailleurs, c'est assez compliqué à organiser quand je me déplace, parce qu'elle a besoin d'attention, comme nous tous. Donc aujourd'hui, voilà, ce serait le pastel. Après, il y a énormément de pistes pour découvrir de nouvelles plantes. Je collabore avec l'herboriste Thierry Thévenin, avec qui on mène une recherche sur les plantes sauvages. Et du coup, en croisant nos regards,
que ce soit les plantes considérées comme invasives. D'ailleurs, je pourrais conseiller son dernier ouvrage, Les plantes du chaos, qui sont une magnifique présentation des plantes qu'on rejette a priori comme soi-disant envahissantes, alors qu'elles nous sont extrêmement bénéfiques au final, donc et parfois colorantes. Donc pour les teinturiers, ça peut être aussi des pistes à creuser. Et donc je pense que il y a dans la diversité des plantes, et pour ça je rejoins mon grand ami et complice Clément Bautier. Je pense que chacun peut travailler un choix de plantes à sa manière, à condition qu'il respecte voilà ce que la nature nous offre. Et donc d'être extrêmement lucide et conscient et attentionné. Si vous deviez choisir une fibre, votre fibre de prédilection, ce serait laquelle? Alors du tac au tac, la ramie. Moi j'aime les matières libériennes, les bast fibers, les fibres qui viennent des tiges, des troncs. Alors bon, malheureusement, j'ai pas été formée, ce sera pas dans cette vie que j'arriverai à filer la glycine ou l'ortie sauvage ou le tilleul, comme le font encore les Japonais. Mais voilà, la ramie. Bon, donc là, je travaille avec une ramie importée, malheureusement, mais il y a des pistes peut-être en Europe. Et je travaille le chanvre évidemment et le lin et toutes les cousines. Même si dans le costume, en fait, on travaille toutes les matières. Donc, on fait des essais sur toutes les matières synthétiques, sur tout ce qui est possible parce qu'on n'a pas le choix. Et donc, j'ai fait plein d'essais sur plein de matières, mais finalement, c'est ces fibres-là qui vont rester, qui auront ma préférence. Vous démontez aussi un préjugé qui est de dire que la teinture végétale, ça ne fonctionne que sur les fibres naturelles. Ça a beaucoup plus de sens de travailler sur des fibres naturelles, mais c'est pas incompatible avec des fibres de synthèse. Non, alors après voilà, moi j'ai travaillé sur du recyclage de fibres synthétiques. On a fait des essais sur des fibres type polyamide recyclées, des essais qui sont très encourageants, mais qui nécessiteraient voilà toute une recherche et de développement. C'est assez long, mais bon, c'est là en attendant de mettre en place peut-être des filières qui soient plus importantes à plus grand volume, et surtout un usage de retrouver l'usage de ces fibres naturelles. Quand on a l'habitude d'un tissu élastique, il faut retrouver des modes de tricot, de fibres de lin, des modes donc ça voilà, ça va prendre du temps, mais en attendant, pourquoi pas recycler ce qui est déjà là, arrêter d'en produire, mais déjà en recyclant tout ce qu'on a déjà sur le dos, il y a de quoi s'occuper. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous recommander quelques livres? En fait, je pourrais citer tous les livres de Thierry Thévenin pour rentrer dans le monde des plantes, parce que moi je pense que quand on fait ce métier, il faut être curieux de rencontrer les plantes, il faut avoir envie de les faire rentrer dans sa vie. Donc c'est une très belle manière, il est extrêmement c'est un bon guide pour ça. Et puis après le tout dernier les 157 couleurs de Paul Gou est un incontournable, puisque je suis la tête dedans depuis quelques mois avec Dominique. Je ne peux pas ne pas en parler. Et c'est un ouvrage qui est intéressant aussi bien dans sa lecture au niveau juste de la compréhension par la lecture, mais la mise en pratique est une leçon de teinturier, parce qu'en fait, pourquoi il faisait de cette manière-là, pourquoi l'enchaînement est dans ce sens-là, les dosages, pourquoi tel produit à tel moment, en fait, on arrive en déconstruisant tout ce qu'on sait déjà faire et en se mettant dans la peau, en essayant de se mettre dans la peau de Paul Gou,
de Jeannot et de tous ces maîtres teinturiers du XVIIIe, c'est une manière de vraiment repenser les bases de son métier. Et par exemple, le rouge Garance qu'on a sorti sur de la laine, on a sorti un rouge extrêmement saturé avec 36% de Garance séchée. Et là, je le dis très clairement, il faut arriver à travailler avec très peu. Du coup, ça, c'est aussi un des enjeux, Sandrine, demain. C'est ce que vous disiez, c'est comment on va réussir à être juste dans l'utilisation des ressources colorantes, parce que si on veut et qu'on encourage les agriculteurs français à s'y remettre, etc., et même les agriculteurs dans le monde, il va falloir quand même, par rapport à la productivité, être hyper raisonnable et hyper fin. Comme vous dites, voilà, réduire ces pourcentages, trouver des alternatives, trouver des couleurs avec peut-être moins de matière, etc., etc. Mais c'est vraiment un discours qui est depuis le début de l'épisode vraiment la juste mesure et pas prendre plus que ce qu'on a besoin, quoi. Vraiment de la responsabilité. Là, c'est nécessaire. On peut pas travailler autrement aujourd'hui. On peut pas surconsommer dans tous les domaines et donc dans celui-là non plus. Ce qui est vrai, c'est que là, c'est aussi un peu pour ça que là j'expérimente de la teinture sans plongée, c'est que sans eau et en ressources colorantes, j'utilise aujourd'hui pour sortir une couleur qui est finalement encore plus saturée. On va dire, allez, à dosage égal, j'utilise 1/3 de colorant par rapport à ce que j'utiliserais en teinture en plongée. Donc c'est encore trop tôt pour crier victoire. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais c'est sur ces pistes que je me concentre. Et tous les teinturiers autant que nous sommes, et comme vous en avez interrogé énormément sur ce podcast, je pense que c'est de notre responsabilité d'optimiser et de communiquer entre nous pour arriver à se tirer vers le haut, c'est-à-dire c'est ça. À être tous de plus en plus conscients et à guider et à témoigner de ce qui est possible de faire avec peu. Ce qui est intéressant, c'est de sélectionner un domaine, une matière ou un type de matière et peut-être de pas faire toutes les couleurs, mais de travailler et d'essayer d'apporter un peu une brique ou un grain, un petit caillou dans cet édifice ou dans ce grand puzzle pour optimiser les choses, parce que les gens vont avoir plutôt la possibilité de travailler telle ou telle plante ou telle matière, et du coup on a qu'une vie. Moi j'aurais pas assez de cette vie-là pour tester tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a transmis, et donc pour après le mettre en pratique. J'aurais pas assez de cette vie, donc c'est sûr qu'il faut sélectionner et ensemble on sera plus fort pour faire les bons choix. Bon Sandrine, je pense qu'on va s'arrêter sur ce super mot de la fin. Ensemble on sera plus fort, qui me va très bien. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous.